Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. La France compte près de 15 millions de fumeurs et pourtant ils vont bientôt devoir s'adapter. À partir du 1er juillet, il sera interdit de fumer des cigarettes dans plusieurs nouveaux lieux de l'espace public. Nous verrons comment certains élus s'y préparent déjà. Le soutien des entreprises dans le domaine de l'innovation et de la recherche est une priorité du gouvernement. 10 millions d'euros viennent d'être annoncés pour soutenir cette filière. Nous irons en Occitanie pour voir sur place comment un chef d'entreprise le vit très concrètement. Directeur de la communication est un poste essentiel pour les grandes entreprises françaises, avec la nécessité pour ces dernières de bien communiquer dans un environnement international très complexe. Vous découvrirez dans ce journal qui est classé parmi les meilleurs directeurs de communication des grandes entreprises. Et puis en fin de journal, c'est une véritable tendance ces derniers mois, les pâtisseries en trompe-l'œil. Tout le monde se les arrache, notamment dans la boutique d'une certaine Noémie près de Rennes, où des clients peuvent faire plusieurs heures de route pour les déguster. Nous découvrirons ses secrets de fabrication. Le gouvernement a franchi une nouvelle étape dans la lutte contre le tabagisme. À compter du 1er juillet prochain, il sera interdit de fumer dans bon nombre de lieux de l'espace public. Cette décision s'inscrit dans une politique de protection des enfants contre le tabagisme. Vous allez le voir, à Saint-Étienne, le maire n'a pas attendu le 1er juillet pour agir. Explication de Thibaut Rivière pour TL7, la chaîne de la Loire. Après les crèches, les écoles, les parcs et les jardins, l'interdiction de fumer se prolonge à Saint-Étienne. Et ça concerne aussi la cigarette électronique. La ville a ciblé des espaces où il y a beaucoup d'enfants. Parmi eux, les stades municipaux. Par exemple, à l'Étivalière, il n'est plus possible de fumer dès le passage du portail d'entrée. Même règle pour les salles et gymnases municipaux et lieux culturels. Et pour sortir, il faudra se mettre à plus de 5 mètres de l'entrée principale. Parce qu'on travaille avec dès le plus jeune âge, déjà en sensibilisant les jeunes, mais également on travaille aussi sur le tabagisme que vivent celles et ceux qui fréquentent les parcs et jardins, celles et ceux qui font du sport. Et on le sait, ces endroits sont fréquentés par les jeunes et par les parents, les bébés. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois c'est de la prévention, à la fois on travaille aussi sur une sensibilisation et on tape aussi là où il faut taper, parce qu'à un moment donné, pour faire appliquer les mesures, il faut une sanction, il faut de l'interdiction. Cette interdiction survient 2 mois avant celle du gouvernement. Dès le 1er juillet, en plus des espaces interdits dans la capitale ligérienne, il y aura aussi les abribus, les collèges et lycées et plages bordant des eaux de baignade. 10 millions d'euros, c'est le montant annoncé par le ministère de l'Industrie pour soutenir les entreprises dans l'innovation et la recherche. Une enveloppe qui doit permettre de développer et de promouvoir notre savoir-faire à l'étranger, notamment une bonne nouvelle selon un chef d'entreprise de l'Hérault. Reportage sur place de Vie Occitanie. Regardez. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, annonce une enveloppe de 10 millions d'euros pour soutenir les entreprises dans l'innovation et la santé. L'épineuse question de la souveraineté dans ces domaines était au programme de sa visite vendredi dernier dans l'Hérault. Une mesure qui s'inscrit dans le plan France 2030, censé aider les start-up à se développer et à promouvoir leur activité à l'étranger. On ne peut pas dépendre d'un seul pays, a fortiori quand, dans certains domaines, les pays qui échangent avec nous sont un peu moins stables et parfois même un peu moins fréquentables. Et donc je suis très heureux d'alerter l'ensemble des acteurs sur la possibilité de se positionner sur ces aides qui, encore une fois, doivent nous permettre de renforcer à la fois notre empreinte industrielle dans les territoires, d'affirmer une forme de souveraineté technologique sur un certain nombre de solutions qui sont des solutions d'avenir, et puis de continuer à réindustrialiser le pays. Marc Ferracci qui a choisi pour présenter ce nouvel appel à projet l'entreprise Quantum Surgical, 115 salariés sur Montpellier, spécialisés dans la robotique et l'intelligence artificielle. Son robot Epion, présent aujourd'hui dans 20 hôpitaux entre l'Europe et les États-Unis, permet d'assister les chirurgiens dans l'ablation des tumeurs au niveau de l'abdomen ou des poumons. Chaque rentrée d'argent est en permanence réinvestie dans la recherche pour se positionner un jour comme leader du marché. On est dans une démarche qui est extrêmement, on va dire, comme on dit, capital intensive, qui consomme beaucoup de moyens financiers. Et c'est vrai qu'au-delà, bien évidemment, des moyens que l'on trouve
au travers d'investisseurs qui font le pari d'investir dans la société. Tous les moyens financiers supplémentaires dont on peut bénéficier, notamment fiscaux, sont extrêmement importants pour pouvoir permettre à des sociétés telles que les nôtres de continuer à se développer. Après 2021 et la première commercialisation d'Epyon, Quantum Surgical vise 300 robots vendus partout dans le monde d'ici 3 ans. C'est un problème récurrent dans nos petites communes rurales, le balai incessant des poids lourds. Chaque jour, des milliers de camions peuvent traverser ces communes, nuisant ainsi grandement à la tranquillité des habitants. Dans la Marne, vous allez le voir, un maire en a assez et essaye de trouver des solutions concrètes. Reportage de Puissance Télévisions, Léo Martin. C'est un balai de poids lourds incessant. Chaque jour, 6300 camions empruntent la Nationale 4 au cœur de la ville de Vitry-le-François. En 2022, la mairie avait déjà déposé un arrêté municipal pour limiter la circulation des plus de 3,5 tonnes dans la commune. Chaque heure, plus de 260 d'entre eux arpentent cette route. La mairie veut à tout prix limiter ces passages. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de réguler de manière à éviter les excès. L'objectif serait certainement de pouvoir empêcher ou réduire la circulation des camions à 3 essieux de 60%. Ce qui serait déjà un résultat appréciable. Parce que la déviation que la région veut faire, ça ne sera pas avant 10 ans. Donc il faut amener des solutions transitoires. Nous y sommes résolus. En janvier 2025, la région Grand Est a repris la gestion de la RN4. Une déviation devrait être mise en place, mais les travaux ne sont pas prévus avant la fin de l'année 2025. En attendant, la mairie a créé des interdictions de circulation avec des horaires comme de 7h30 à 8h30 ou encore de 11h30 à 13h30. Comment attirer des touristes toute l'année dans nos régions? C'est un sujet sur lequel se penche le gouvernement. En visite en Corse, la ministre en charge du tourisme a sollicité des acteurs locaux pour tenter de trouver des réponses. Écoutons-la au micro de notre partenaire sur place, Télépaésé. La solution, c'est de pouvoir désaisonnaliser, non plus compter sur les seuls mois de juillet et août. Alors c'est déjà le cas puisqu'on voit bien que mai, juin, septembre, octobre se sont développés. Mais c'est comment nous passons aujourd'hui à un tourisme à l'année et comment nous passons aussi à un tourisme qui irrigue l'ensemble du territoire. Dans un environnement international aussi incertain, il n'est pas facile de communiquer pour les grandes entreprises françaises, notamment celles du CAC 40. Guerre en Ukraine, augmentation des droits de douane aux États-Unis, caprice boursier aussi. Le rôle de ces directeurs de la communication est donc essentiel pour relever tous ces défis. Un récent classement vient de révéler quel est celui qui se distingue le plus. Explication de Christophe Rigaud. Depuis plus de 20 ans, Vincent Delaveissière observe à la loupe les entreprises du CAC 40. Il propose tous les 2 ans un classement des meilleurs dirigeants, mais surtout une étude fouillée de plus de 700 pages pour tout savoir sur ces grandes entreprises. Pour établir son classement 2025, Vincent Delaveissière a mené une enquête marathon de plus de 6 mois. J'interviewe près de 200 journalistes français et anglo-saxons, du soin de me parler des patrons du CAC 40, des entreprises du CAC 40 et des DIRCOM du CAC 40. Pour cette 11e édition, c'est le directeur des relations extérieures du groupe LVMH, Jean-Charles Tréant, qui a été élu meilleur directeur de la communication 2025. Arrivé chez LVMH en 2017, il travaille sous l'égide d'Antoine Arnaud, qui dirige l'image du groupe et qui a tenu à le féliciter sur le réseau social professionnel LinkedIn. Une distinction amplement méritée, a écrit Antoine Arnaud à propos de Jean-Charles Tréant. Aujourd'hui, le poste très stratégique de directeur de la communication est particulièrement exposé dans un contexte international mouvementé. Toutes ces entreprises affrontent simultanément 5-6 crises. On a eu la guerre géopolitique avec le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. On a la guerre énergétique, on a la guerre industrielle, on a la guerre commerciale avec les barrières douanières qui se multiplient en Chine ou aux États-Unis notamment. Et donc le DIRCOM, il doit faire face à tout ce monde extrêmement mouvementé, extrêmement violent.
Enfin, le titre de meilleur dirigeant du CAC 40 2025 a été attribué à Patrick Pouyanné de Total Energy, un patron très géopolitique qui a acquis un rang de quasi-chef d'État dans un monde où l'accès à l'énergie est stratégique. Avez-vous le sentiment d'être bien accueilli quand vous vous rendez dans les agences de l'assurance maladie? Regardez dans la Sarthe ces établissements qui viennent de se doter d'un barème pour en évaluer l'accessibilité. Est-ce une solution qui peut se répandre partout en France? Explication d'Elisa Cribier pour LMTV Sarthe. 8 pictogrammes pour 8 types de handicap. Ce barème Picto Access réalisé par APF France Handicap est présent dans toutes les CPAM sartoises pour évaluer leur accessibilité d'accueil. Cette frise de pictogramme, elle a 3 niveaux de lettrage et de couleur et de notation plutôt, étant ABC et vert, jaune, rouge, comme le feu tricolore en fait. Le but c'est de renseigner si c'est accessible en toute autonomie, partiellement ou inaccessible. Pour préparer son déplacement, la frise est visible sur Internet, sur la page Google des différentes CPAM du département. Ça me facilite la vie du coup parce que j'ai plus qu'à regarder le site de la CPAM et là je vois tout de suite ce qui est accessible. Et ce diagnostic, il a été réalisé avec des personnes en situation de handicap. Elles ont témoigné des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Grâce à cela, la CPAM prévoit d'aménager ses locaux. On a le projet de refaire les bandes pododactyles au siège de la CPAM sur le parvis, puisqu'elles sont complètement effacées et plus du tout sensibles au toucher. Donc on est sur l'idée de refaire aussi notre hall d'accueil, de le rendre plus lisible et plus facile à comprendre. Ces travaux sont prévus en fin d'année. La CPAM sartoise est la première de France à mettre en place ce barème, même si nos voisins mayennais se lancent aussi dans ce dispositif. Et puis tout à fait autre chose, la prolifération des rats dans nos villes. Un problème majeur car ces petites bêtes courent les rues et réussissent même à s'infiltrer dans nos habitations. La présence de rats devient un enjeu de santé publique. À Trappes, dans les Yvelines, la mairie expérimente une méthode écologique avec le recours à des furets et des chiens. Explication avec ce reportage de TV78, Grégory Canal. Une opération de dératisation s'apprête à débuter à Trappes. Pour la mener, la ville a fait appel à des recrues originales. Nous, on utilise des furets pour faire ça. Bon, c'est des furets de chasse, on va dire, mais c'est des furets qui sont habitués à être manipulés tous les jours par nous. Donc nous, voilà, il n'y a pas de souci, elles ne nous mordent pas. Bon, vous verrez qu'avec des rats, c'est un peu différent. Ces furets dressés travaillent en équipe avec 2 chiens pour chasser les rats dans le mail Ambroise Paré. Ils ont déjà officié dans près d'une dizaine de villes en Ile-de-France. On fait un tour un peu des lieux pour vérifier les zones qui sont ultra chargées. Donc ultra chargé, c'est le chien qui va nous le dire. Avec son odorat, son excitation. Ensuite, on va faire un périmètre filé autour. On positionne, enfin on laisse rentrer les furets un petit peu en balade pour voir là où ils préfèrent rentrer. Et puis après, charge aux chiens de faire le travail une fois que les rats vont sortir. Avec cette technique, jusqu'à une centaine de rats peuvent être chassés en quelques jours. L'odeur laissée dans les terriers par les furets fait également fuir les rongeurs par la suite. Cette méthode, complétée par d'autres mesures, a pour objectif de limiter la population des rats. N'utilisant aucun produit, elle est considérée comme plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Un furet, la prédation, c'est son instinct naturel, on ne le force pas. Il se balade et au gré des trous, il va rentrer dedans pour vérifier s'il y a quelque chose et puis s'il peut s'amuser. Et le chien, c'est pareil, ça reste un jeu pour lui. On n'est pas agressif avec eux pour qu'ils puissent s'amuser à faire ça. Un chien peut tuer un rat en moins de 15 secondes, quoi. Donc comparé à des biocides qui peuvent être un peu plus longs, c'est quand même pas mal. Il y a également l'utilisation de la glace carbonique, qui est du CO2 congelé en gros, qu'on met dans les terriers et qui les rend inhabitables pour les rats, parce que c'est une substance qui est dangereuse pour leur santé. Et l'objectif vraiment, c'est de faire feu de tout bois, de tenter toutes les méthodes. Et même si ce jour-là, aucun rat n'a été attrapé, la ville ambitionne d'aller plus loin, créer une brigade environnement dédiée qui utilisera ses propres furets pour la dératisation. C'est la tendance culinaire du moment, les pâtisseries en trompe-l'œil. Ce sont des gâteaux trop beaux pour être vrais. Regardez l'histoire de Noémie, qui est une jeune pâtissière qui a découvert cette discipline en début d'année. Et en seulement quelques mois, sa boutique est devenue un véritable succès près de Rennes. TVR a donc décidé de lui rendre visite pour découvrir son secret. Regardez. À Montauban de Bretagne, tous les samedis, c'est la même rengaine. Alors là, on est venu chercher les trompe-l'œil. Ça me donne trop envie de croquer moi aussi, quoi. Ouais. On a fait 40 minutes de route pour venir goûter les gâteaux. Ouais. Dans cette commune de 6500 âmes, des dizaines de curieux s'amassent devant cette boutique. Je vous écoute. Cacahuètes, framboises, citron, coco, Noémie propose ce qu'on appelle des pâtisseries en trompe-l'œil.
C'est seulement en mars dernier qu'elle découvre la discipline. 3 mois après, elle propose désormais 15 saveurs. Il est presque fini. Au fur et à mesure des semaines, je me perfectionne. La semaine dernière, j'ai pu trouver quelque chose qui n'allait pas sur un trompe-l'œil et cette semaine, j'ai changé la technique. Je vois sur les petits pop-corn, j'ai passé une semaine à savoir comment le faire, quelle couleur. Il faudrait combien de pâtisseries en tout? Je pense une grosse boîte. Visiblement, difficile de faire un choix devant toutes ces pièces appétissantes. Samedi dernier, les 2000 pâtisseries confectionnées ont trouvé preneur en quelques heures seulement. Tu vois, ça paraît réel, hein? Oh là là! Car avec plus de 200 000 abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, le travail de la pâtissière est reconnu bien au-delà de Montauban. Regardez-moi ce trompe-l'œil de qualité. En mars dernier, elle poste 7 vidéos et la machine s'emballe. Depuis, certaines personnes font plusieurs heures de route pour se rendre dans sa boutique. On m'a dit tu devrais essayer de faire des TikTok culinaires, tu vas voir, ça perce. Et en fait, j'en ai fait un et le premier a dû faire 100 000 vues. Et quand on a tiré le rideau, on était tous les trois, on était en train de trembler, on s'est dit on va jamais en avoir assez pour tout le monde. Niveau prix, comptez entre 6 et 7 € la pièce. Les trompe-l'œil de Noémie sont à la vente seulement le samedi dans sa boutique ND Pâtisserie à Montauban de Bretagne. Cette semaine, c'est Daniel Baal qui est l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le président du Crédit Mutuel a répondu aux questions de nos partenaires, notamment sur le rôle d'une banque mutualiste dans le quotidien des Français. Écoutons Daniel Baal. J'ai envie de vous demander, puisque je reçois un grand banquier ce matin, comment on peut rassurer les gens quand on est un grand banquier aujourd'hui? Comment leur expliquer que nos modes de vie vont sans doute changer, mais qu'ils continueront d'avoir des économies dans les banques? Est-ce que, au fond, les gens qui se sentent en danger, vous pouvez leur dire quelque chose ce matin qui les rassurerait? Le rôle de la banque, c'est d'apporter de la confiance. Notre activité, elle est basée sur la confiance, également des promesses que nous faisons. Et dans notre réseau, les conseillers voient au quotidien des clients, des sociétaires. Et finalement, cette anxiété dont on entend souvent parler, on la ressent moins. On la ressent moins parce qu'il y a une relation de confiance qui est établie. Il fut un temps, effectivement, où la banque inspirait des inquiétudes. Aujourd'hui, on sait que les banques, et notamment que les banques françaises, sont extrêmement solides. Oui, je pense que là, il n'y a plus aucun doute. Le système de surveillance qui a été mis en place par la Banque Centrale Européenne depuis maintenant plus de 10 ans a permis de solidifier complètement les banques européennes. Et on sait que les banques françaises font partie de ces banques solides. Voilà, et puis vous le savez, vous pouvez retrouver l'émission Face au territoire tous les jeudis matins en direct sur TV5 Monde à 9h30. Plongeons-nous maintenant dans les coulisses du métier de barista. Entre gestes précis et passion pour l'arôme, il faut se former pour maîtriser l'art du café. Notre partenaire 8 Montblanc a pu suivre une formation en Haute-Savoie. Regardez. Il n'y a pas que le café qui chauffe dans ce coffee shop situé à Annecy, les cerveaux aussi montent en température. À 25 ou 30 secondes, on rajoute 35 et à 55 secondes, on passe au reste. Ça fait une quinzaine d'années qu'en France, il y a des cafés de spécialité où on a découvert toutes ces subtilités dans le café et ses arômes. Alors, des drippers, il y en a en verre, en céramique. Cela fait maintenant 1 an que le Drip Social Coffee Club propose des formations découvertes ou professionnalisantes comme ce jour-là. Au programme de cette seconde matinée, le café filtre, une technique d'extraction plus compliquée qu'elle n'y paraît. Il faut suivre un protocole parce qu'il y a tellement de variables et si on fait n'importe quoi, le résultat ne sera jamais bon. C'est des gestes précis, donc effectivement, c'est pas simple. Noir, au lait, froid ou encore chaud, durant ces 3 journées de formation, le café est étudié sous toutes ses formes, autant sur le côté théorique qu'olfactif. Je leur offre dans cette formation vraiment tout ce qui est sympa d'avoir dans un coffee shop au jour d'aujourd'hui et qui est plus ou moins facile à proposer ou difficile. On va aussi voir les boissons alternatives, tout ce qui est matcha, chai, tout ça, qui se propose dans tous ces coffee shops. Réputé pour être la déclinaison du café la plus instagrammable, le latte fait évidemment partie de la formation. Impossible de passer à côté de ces gourmands dessins, et si lors de la démonstration, le latte art peut paraître simple, la réalisation s'avère plus compliquée. Vous vous mettez au centre de la tasse et ensuite des petits cercles concentriques, et puis ensuite un peu plus de mousse et puis un mouvement vers le haut pour
pour signer la tasse. À l'issue de ces 3 journées de formation et d'un examen final, les participants peuvent repartir avec un diplôme certifiant de niveau 1. Ils pourront ensuite passer le niveau 2, voire le niveau 3, pour approfondir davantage leurs connaissances. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque une nouvelle édition du magazine Le Point, avec aussi une édition locale consacrée à la ville de Nantes. Ce nouveau numéro présente un large focus sur les enjeux de cette ville autour de l'insécurité, des aménagements urbains ou encore des questions relatives au logement. Vous retrouverez également dans cette édition une escapade au cœur des vignobles nantais qui se dévoile sous un nouveau jour. Cette édition spéciale du Point est bien sûr à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Alors peut-être une idée maintenant de vacances merveilleuses pour vous. Qui n'a jamais rêvé de découvrir de très près des baleines et des dauphins? Eh bien figurez-vous que nous pouvons les observer au large de nos côtes méditerranéennes. Mais il faut faire très attention car ces rencontres doivent se faire dans un cadre strict pour protéger ces animaux. Regardez ce reportage de la Provence, Rudy Dahan. Attention. Un cachalot d'une vingtaine de mètres au large de Bandol, ce n'est pas un rêve mais bien une réalité qui demande néanmoins de la patience et surtout de la concentration. Après 2 heures au large, à bord de l'Atlantide, un souffle apparaît à la surface de l'eau. 1 heure plus tard, un nouveau souffle au-dessus de la mer. En 1 minute, le bateau se place à une centaine de mètres du monstre marin. Le moment est suspendu. Ces sorties en mer, il faut les voir avant tout comme des sorties naturalistes, c'est-à-dire qu'on part pendant 6 heures à la recherche des animaux. Donc on les cherche. Quand on les repère, d'abord on essaye de voir quel est leur comportement et s'ils acceptent notre présence, là on peut faire l'observation. À partir de là, il faut savoir qu'on ne sait jamais ce qu'on voit, ni quand, ni comment. On est vraiment dans une découverte de la nature avant tout. Dauphins, baleines, cachalots ou encore poissons-lunes sont bien présents au large de nos côtes. En près de 20 ans d'excursion, Cédric ne compte d'ailleurs que 2 sorties sans voir l'un de ces mammifères. Des sorties qui se font d'ailleurs dans le respect total de l'animal. Les animaux, déjà avant même de les approcher, est-ce qu'ils acceptent qu'on les approche? Ça, c'est la première question à se poser. Des fois, on ne les approche pas. Si l'animal est en train de dormir, de se reposer, là, il n'y a pas d'approche. On ne tente même pas le coup. Quand ils chassent, on ne s'approche pas non plus. Ils sont en train de manger, donc on ne les dérange pas. Par contre, quand ils acceptent notre présence, on s'arrête à 100 de mètres. Là, on se met en parallèle. Et on laisse l'animal décider ou non d'approcher. Donc des fois, la baleine vient au contact du bateau, passe sous le bateau, ressort de l'autre côté, c'est génial. Des fois, la baleine refuse complètement ou ne nous calcule pas du tout. Des sorties en mer qui, en plus de permettre d'apercevoir ces rois des mers dans leur milieu, sensibilisent à leur fragilité, notamment grâce aux histoires du capitaine. Et c'est peut-être ça le plus important. Voilà, et puis il y a des reportages pleins de surprises. Vous allez le voir en Moselle, la Fédération des boulangers a tenté de battre le record du monde de la plus grande tarte aux fraises. Oui, alors pour cela, ils se sont munis de 500 kilos de fraises. Et regardez maintenant ce reportage de Marie Vin pour Moselle TV. On va voir s'ils ont réussi. Avez-vous déjà vu une tarte aux fraises aussi grande? Au jardin vitré, on tente un record du monde. Objectif, battre les 35 mètres carrés réalisés quelques jours avant dans une commune de Bretagne. Un défi fou que s'est donné la famille Malassé avec le soutien de la Fédération des boulangers de Moselle. Je me suis dit pourquoi pas créer une tarte aux fraises géante. Et donc j'appelle Vincent qui est un ami et qui est aujourd'hui boulanger. Je lui ai demandé, il m'a dit pourquoi pas. La Fédération des boulangers aime bien relever ce genre de défis parce qu'on est au quotidien et on est des artisans et des vecteurs de lien social. Donc aujourd'hui on est complètement dans notre rôle, c'est normal. Au total, 250 litres de crème pâtissière et 500 kilos de fraises ont été nécessaires pour la réalisation de cette tarte. Et après des heures de travail, le verdict tombe. La tarte aux fraises mesure 40,6 mètres carrés. Une tarte géante, découpée ensuite en 4000 parts, qui ravit les papilles des gourmands. Je trouve surtout que c'est déjà vachement beau quand même. C'est une super belle tarte. J'ai goûté, très très bonne, les fraises elles sont excellentes. Elle était très très bonne, énorme pour une tarte aux fraises comme ça. Je suis venue voir, effectivement c'est magnifique et la tarte est très bonne, c'était un délice. Et en plus, les parts de tarte sont vendues à un prix symbolique de 1 € au profit d'une association. Tout est réuni aujourd'hui pour vraiment la belle cause et dans un esprit de fraise, voilà, une belle après-midi fruitée. Une journée qui est magnifique et qui montre encore cet élan de générosité et de travail. Après dégustation, il ne restera plus qu'à faire valider le record
auprès du célèbre livre. Tout à fait autre chose, connaissez-vous la quille de 8 ? C'est un sport traditionnel de l'Aveyron et figurez-vous que dans ce département, c'est le deuxième sport en nombre de licenciés après le football. La Dépêche du Midi a donc voulu en savoir un peu plus sur ce sport très très populaire. Écoutons des pratiquants au micro de Léo Rébérol. Nos parents y jouaient, nos grands-parents y jouaient, nos enfants y jouent. Il y a de la compétition, mais on ne se prend pas la tête, surtout pas à ce sport. Voilà. Il n'y a pas d'argent, déjà. C'est très, très, très local et surtout très familial. Les joueurs commencent à la première ligne qu'on voit tout au fond, qui est à 1 mètre et ils jouent que la boule. Le but étant de faire le maximum de quilles avec que la boule. Et après, dès qu'on commence à reculer aux distances, donc ils vont jouer 2 fois à 5 mètres, 3 fois à 10 mètres, 2 fois à 15 mètres et 1 fois à 20 mètres. Dès qu'on commence à jouer à ces distances-là, on a un premier coup où avec la boule, on doit venir frapper la quille. Donc la quille joueuse ou le quillou. Là, on est en train de marquer les quilles parce que chaque quille a sa place. Et on fait suivant le poids de la quille aussi. Et on met les légères devant, les lourdes derrière ou les cassées. Il peut y avoir des cassées aussi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.